Bonjour, nous voici donc arrivés au point 5 du livret Le français va très bien, merci. Et c'est sur l'orthographe. Ah là là, l'orthographe, qu'est-ce que ça fait couler de l'encre? Alors, très important bien sûr, c'est que l'orthographe, ce n'est pas la langue, ça n'est qu'une partie de la langue et ça change tout. C'est quoi l'orthographe en soi? Eh bien en fait c'est un code graphique. Graphique, ça veut dire c'est un code pour savoir comment on va écrire les mots. Alors, orthographe, ça vient du grec, orthos qui veut dire droit, correct, et puis graphe d'écrire, donc c'est écrire droit, écrire correctement. Et en fait, ce n'est qu'au XVIIe siècle que l'on va commencer vraiment à parler d'orthographe. Avant ça, il n'y a pas une orthographe par mot, mais il y en a plein. Les titres, par exemple, de Molière étaient écrits dans des orthographes différentes, et Molière lui-même, une fois, par exemple, si on parle du titre Le Misanthrope, eh bien, une fois il écrivait Misanthrope avec un Y, une fois avec un I, une fois avec un H, une fois sans H, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'orthographe fixe. C'est un truc qui est tout à fait nouveau du XVIIe siècle. Et donc, surtout à partir de la Troisième République, c'est-à-dire au XIXe siècle, eh bien, on va répandre de plus en plus une orthographe qui est vraiment normée, la seule qu'il faut connaître, et on va y mettre une telle pression qu'il y aura des heures et des heures passées à l'école rien que pour apprendre l'orthographe avec cette sacro-sainte dictée. Et donc ça va devenir en fait c'est une certaine norme sociale. Si tu écris bien, si tu écris sans faute, c'est que tu es intelligent, c'est que tu es cultivé, et donc forcément ça montre que tu appartiens à une élite sociale. Et oui, on revient de nouveau dans cette idée du pouvoir, de l'impact social que l'on peut avoir sur les autres. Et ça, c'est quelque chose dont je redis qui est vraiment très français. Et donc, en fait, ce qui est assez étonnant avec l'orthographe, c'est de se dire que si l'orthographe indiquait la compétence des gens, leur concept, leur capacité à s'exprimer et à être intelligent, plus l'orthographe est compliquée et plus le mot veut dire quelque chose de compliqué ou c'est plus difficile d'utiliser ce mot parce que c'est un concept plus avancé que nenni évidemment. Parce que le mot paradigme par exemple est tout à fait phonétique, c'est facile de l'écrire, ça s'écrit comme ça se prononce, va-t-on écrire le mot œuf. Or, c'est bien plus facile de savoir ce qu'est un œuf qu'un paradigme. Donc en fait il n'y a aucune corrélation, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun lien entre la difficulté, la complexité de l'orthographe et le sens d'un mot. Et pourtant, il y a ce mélange, cette confusion dans la tête de beaucoup de gens. Alors, l'orthographe, c'est également, on parle souvent d'ailleurs d'orthographe d'usage et orthographe grammaticale. L'orthographe d'usage, c'est par exemple savoir comment on écrit le mot événement, oignon, deux mots que je ne choisis pas au hasard puisqu'ils ont été simplifiés lors de la réforme de 1990. Même si tu n'es pas au courant, on peut écrire oignon O-G-N-O-N, comme on le prononce maintenant, et plus avec un O-I. Mais il y a également cette orthographe grammaticale. L'orthographe grammaticale, c'est quoi? C'est le pluriel des mots et c'est également, par exemple, la conjugaison. Et donc, on a deux parties dans l'orthographe. Une qui est un peu plus logique que l'autre. Quoique, quand on parle d'orthographe, le pluriel avec l'orthographe, pourquoi est-ce qu'on met un X à certains mots et d'autres pas? D'ailleurs, je vais t'expliquer après pourquoi certains mots sont écrits avec un X au pluriel et les autres, c'est avec le S classique. J'ai un petit teaser. Ah, tu te demandes pourquoi, il y a un X. Tu vas bientôt le savoir. Donc, l'orthographe, enfin, il y a bien sûr une certaine étymologie. Alors, c'est quoi l'étymologie? C'est en fait l'histoire des mots, savoir d'où ça vient. Et ça, waouh, c'est l'argument avec un grand A de tous ceux qui s'opposent aux réformes orthographiques. Parce qu'en fait, ils disent, mais oui, mais si on simplifie les mots, on ne saura plus d'où ça vient. Par exemple, maître, ou jusque 1990, les mots comme maître, maîtriser, tous les mots avec un AI, etc., tu avais souvent un accent circonflexe. Et ils disaient, mais oui, mais c'est important cet accent circonflexe, parce que ça veut dire que nous avions un S avant, donc c'était mestre, et donc on sait comme ça d'où ça vient, qu'il y avait ce S à l'époque. Ce qui est une belle jambe, on est d'accord. Forêt, avec l'accent circonflexe, qui vient de forest. D'ailleurs, on l'a dans déforestation, ce S, qui est parti dans forêt, mais qu'on a gardé avec l'accent circonflexe. Heureusement, tous ces accents circonflexes ont disparu en 1990, même si souvent à l'école, les profs n'utilisent pas la nouvelle orthographe. Et donc, en fait, voilà, il paraît que c'est avec l'étymologie, c'est pour ça que c'est important de garder ces mots. Je vais aussi dire un truc là-dessus, de nouveau, foutaise. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est là-dedans, mais je l'avais aussi déjà appris à l'époque.
on sait du coup pourquoi ça s'écrit comme ça. Entre nous, par exemple, le mot diarrhée, D-I-A-R-H-E-E, ça vient du grec dia, à travers, et réo, couler. Sauf que c'est pas un R classique en grec, parce qu'il y avait donc le rho, mais avec un petit sigle au-dessus qui faisait que c'était un R aspiré. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, on a écrit RH. Donc, en fait, diarrhée, pourquoi il y a le R et le H? Parce que ça vient du grec de « ça coule à travers », c'est ce que veut dire le mot diarrhée. Et donc, le bel argument des gens, c'est de dire « grâce à ça, grâce à cette orthographe, eh bien, je sais que diarrhée, ça veut dire couler à travers ». Alors oui, c'était très bien à l'époque quand les gens étudiaient le latin et le grec, mais là maintenant, comme on n'étudie plus ça, plus personne ne le sait, c'est juste une complication orthographique. Et donc, en fait, le problème dans notre orthographe actuellement, c'est que c'est extrêmement compliqué d'écrire sans faute parce que l'orthographe n'est pas logique. Soit on doit faire comme en anglais, il n'y a aucune logique, on le sait bien. Ou alors, on le fait comme par exemple une langue comme l'italien ou le néerlandais, c'est phonétique. En français, il y a des trucs phonétiques, des trucs qui ne le sont pas, on a compliqué et ils ont même compliqué à loisir en français. Je vais t'expliquer ça également. Et donc, ce qui répète très très souvent dans ce chapitre, c'est qu'en fait, cette orthographe, elle est là comme un pouvoir pour montrer que moi, je sais écrire, moi, je suis cultivé et que toi, si tu ne sais pas écrire, tu ne vaux pas autant que moi. Alors, il y a également l'orthographe française, donc a été très peu réformée. À certains moments, elle l'a été, mais c'est pas cohérent parce qu'il y a par exemple l'orthographe, la réforme orthographique de 1990. Elle a été extrêmement fortement controversée. Et donc, alors que les linguistes étaient en train de réfléchir pour simplifier de manière cohérente la langue, il y a eu des fuites. Et donc, des gens commençaient à être complètement choqués que, par exemple, on allait écrire oignon, O-G-N-O-N, qu'on allait écrire événement. Avant, on écrivait événement, mais on prononçait événement. Et donc, oh, le gros choc, parce qu'on allait changer l'accent. Et donc, en fait, finalement, ce fut une réformette avec des trucs qui ont été changés, d'autres pas. Et donc, en fait, au lieu de mettre quelque chose de logique et de cohérent, ça, c'est encore pire. En plus de ça, il y en a plein qui se sont opposés à l'utilisation de cette nouvelle orthographe. Même dans les écoles, il y a eu une énorme résistance à utiliser cette nouvelle orthographe. En disant, ouais, c'est quoi ce machin? C'est parce qu'il n'y avait pas de cohérence. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et du coup, en fait, voilà, ce qu'ils disent, c'est que c'est un marqueur social, l'orthographe. Et donc, ça donne l'illusion de pouvoir juger les facultés linguistiques de quelqu'un. Et que si tu as une bonne orthographe, t'es intelligent. Si tu n'as pas une bonne orthographe, t'es bête. Rien à voir. Désolée pour les dyslexiques, on sait que c'est pas le cas, beaucoup de dyslexiques. La plupart, d'ailleurs, sont extrêmement intelligents. Mais c'est dans cette idée-là, malheureusement. Et c'est pour ça que les linguistes veulent venir rappeler que l'orthographe, c'est qu'une toute petite partie de la langue. Alors, donc, en ce qui concerne l'orthographe, par exemple, il faut savoir qu'au 19e siècle, donc l'orthographe d'abord, pour résumer un peu, tout le Moyen-Âge, et déjà encore avec Molière, 16e siècle, il n'y avait pas une orthographe, mais plein d'orthographes différentes. Et donc, les auteurs eux-mêmes n'écrivaient pas de manière systématiquement la même orthographe pour tout le monde. Ma phrase n'est pas français, mais c'est pas grave, j'imagine que tu as compris. Donc, les auteurs utilisaient des orthographes différentes pour un même mot dans leurs écrits. Puis, on a, l'Académie française qui arrive, et donc, on va commencer à tout normer. Il y a une norme, et bien sûr, c'est la norme de Paris, et pas ailleurs. Et puis ensuite, le 19e siècle. Aïe, 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 aïe. Ce 19e siècle, le romantisme. Alors ça, de nouveau, c'est pas vraiment là-dedans, mais je t'explique. Le romantisme, c'est on veut revenir aux sources. Et donc, on va revenir aux sources et on se dit que l'on doit revoir cette étymologie dans les mots. Or, par exemple, imagine-toi que le mot rythme au 19e siècle, il s'écrivait R-I-T-M-E. Comme en néerlandais, c'est phonétique. Puis on dit oui, mais rythme, ça vient du grec et donc on va aller rajouter des lettres qui montrent l'étymologie du mot. Donc rythme, au 19e siècle, ils ont décidé de tout d'un coup réécrire ça R-Y-T-H-M-E. Bah ouais, comme on l'écrit maintenant. Et donc, ils ont simplement compliqué. Et il y a plein de choses qu'ils ont fait. Le truc, c'est que c'était absolument pas cohérent. Parce que, et ça, tu peux lire plein d'exemples vraiment intéressants à la page 30. Par exemple, le mot nénuphar. Ça, c'est déjà un peu plus tard, c'est en 1935. Ils se sont dit nénuphar, qui s'écrivait avec un F, donc tout à fait logique. Ils se sont dit, oui, mais nénuphar, c'est du grec, donc on va rajouter un PH, puisque c'est le phi grec, on rajoute un PH. Et donc, nénuphar, à partir de 1935, s'écrivait avec un PH. L'erreur, parce qu'en fait, nénuphar, ça vient de l'arabe, donc il n'y avait aucune raison de mettre un PH. Le F était tout à fait juste.
Par exemple, bonheur, malheur avec ce H, eh bien, ils expliquent que ce bonheur et ce malheur, ça ne vient pas du latin hora qui veut dire heure, comme on dit, oh, j'ai l'heure, il a l'heure de te plaire, ou donc j'ai la chance de, non, 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 non. En fait, ça vient d'un autre mot. Et donc, en fait, on a rajouté un H juste parce qu'on croyait que ça venait de ce mot-là. Pas du tout. On aurait dû écrire bonheur, B-O-N-E-U-R, sans le H, et malheur, sans le H. Et donc, il donne ici plein d'exemples. Alors, je te disais, d'où vient ce X pour le pluriel de certains mots? Eh bien, en fait, avant, les mots comme par exemple bateau, neveu, les mots en A-U, E-A-U, E-U, ils prennent un X. Ou le mot hibou, par exemple, qui prend un X, c'est viens mon chou sur mes genoux, prends tes cailloux et tes bijoux, et je ne sais plus comment ça marche, et on rajoute un X à ces mots. En fait, c'est pas du tout étymologique. C'est des erreurs de recopiage, oui. Donc, par exemple, les copistes, donc les moines copistes qui recopiaient les manuscrits, eh bien, à la fin, donc forcément, c'était encore fort latin, et donc vous aviez le US à la fin. Et ce US, ils en faisaient un petit sigle que tu peux voir à la page 31 au-dessus. Et en fait, quand on le lit, si l'écriture n'est pas très bonne, eh bien, on peut le confondre avec un X. Et donc, par exemple, bateau, ça s'écrivait B-A-T-E-A-U-S, et le US, ça faisait ce petit bazar, et donc ça devenait B-A-T-E-A, et ce petit machin. Et donc, ça faisait bateau. Et cette espèce de X, et donc ils ont rajouté un U pour faire bateau. Et donc ces mots-là, c'est un X, mais en fait, c'est juste parce qu'il y a un problème de recopiage, et surtout après, un problème pour lire les écritures des copistes. Et oui, en plus, l'orthographe, on sait bien, plus elle est compliquée, plus c'est difficile, enfin, plus elle est parfois logique et parfois pas logique, et plus c'est compliqué de lire. Ce qui n'est pas le cas en anglais, où comme rien n'est logique, on ne s'attend pas à avoir de la logique. Alors on parle de l'âge d'or de l'orthographe. À l'époque, peut-être que tu as entendu tes grands-parents en parler, ou tes arrière-grands-parents, de mon temps, on savait écrire sans faute. Mais non, pas du tout, c'est pas vrai. Certaines personnes savaient écrire sans faute, mais il y en a plein, ils faisaient plein de fautes. Et déjà en 1909, ça se disait, à l'époque, de mon temps, les jeunes, on savait écrire sans faute. Mais non, ou alors juste l'élite. Et pourquoi? Parce qu'on passait plein de temps à étudier cette orthographe, énormément de temps. Alors, à un moment donné, évidemment, la difficulté, au départ, c'est pas compliqué aussi d'écrire sans faute. La proportion de la population qui savait vraiment écrire et qui était scolarisée passait plein de temps à faire des dictées. Et donc, forcément, ils étaient très peu nombreux. Et donc, quand on regarde le nombre de personnes qui faisaient sans faute, ben oui, il y en avait beaucoup plus que maintenant. Mais il y en avait toujours qui ne savaient pas écrire sans faute, parce que honnêtement, les dyslexiques, c'est pas là tout d'un coup maintenant qu'ils sont apparus au XXe siècle. Les dyslexiques, il y en a toujours eu, par exemple. Mais l'écriture s'est démocratisée. Il y a de plus en plus de gens qui écrivent. Et avant, si on publiait un livre, si on écrivait des choses, en fait, c'était publié dans un journal, c'était publié dans un livre. Et il y avait le correcteur, il y avait vraiment quelqu'un qui était payé pour corriger les fautes d'orthographe. Donc, en fait, on ne voyait que des écrits sans faute d'orthographe. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est plus le cas, évidemment. Avec les mails, avec les lettres, tout le monde écrit tout le temps, et parfois c'est même très vite. Et donc, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on fait plus de fautes d'orthographe. C'est tout simplement parce que l'écriture s'est démocratisée, que l'utilisation du langage écrit a explosé. Et du coup, forcément, statistiquement, il y a plus de fautes. Alors, ce qu'on dit également, et c'est une idée qui est fausse, c'est ce qu'on dit, c'est pour améliorer ton orthographe, il faut plus lire. Non, ça n'a rien à voir. Alors, dans le livre, il parle d'une raison, mais il y a aussi d'autres raisons à ça. C'est vrai que chez certains, lire améliore l'orthographe. Mais d'abord, ça dépend pourquoi tu lis. Si tu lis, par exemple, comme moi, parce que tu as envie de connaître l'histoire, moi, il se peut qu'à la fin de l'histoire, comme je sais lire très vite, eh bien, en fait, je ne vois que, je survole les pages, et donc pour les noms des personnes, je vois juste plus ou moins la forme de la graphie. Je suis même pas capable de donner le nom du personnage à la fin. Tout simplement parce que je ne fais pas attention à l'écriture, à l'orthographe, mais que je veux savoir l'histoire. Donc, en fait, pour améliorer son orthographe, il faut lire avec le projet d'améliorer son orthographe. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Et de toute façon, pour les dyslexiques, ça va strictement rien changer. Alors du coup, que s'est-il passé? Eh bien, pour améliorer l'orthographe, bien sûr, on disait il faut lire, lis, tu amélioreras l'orthographe. On voit bien que c'est pas vrai. Mais d'autre part, il y avait également des heures, des centaines d'heures à l'école qui étaient utilisées
pour apprendre aux élèves, enseigner aux élèves cette bonne orthographe. Tout ce temps pour l'orthographe, sans mettre de sens, sans mettre de grammaire, sans mettre tous les autres cours intéressants. Et donc, le problème chez les francophones, c'est ça aussi, c'est qu'on a passé proportionnellement par rapport à d'autres langues tellement de temps à faire des dictées, à apprendre l'orthographe, on n'a pas appris la compréhension à la lecture. Ce qui est le cas par contre dans d'autres langues. C'est pour ça aussi que souvent les francophones ne sont pas bons aux tests PISA. Les tests PISA, donc des tests des études internationales. Et donc, par exemple, il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps en France, qui a dit « La dictée quotidienne doit devenir une réalité dans nos écoles primaires. » Mais pourquoi est-ce qu'en faisant des dictées, on va mieux comprendre les textes en lecture? Aucun sens, selon les linguistes. Et d'ailleurs, je vais vous dire, selon les pédagogues aussi. La dictée, ah là là, Jules Ferry, déjà en 1880, Jules Ferry, il est considéré comme le père fondateur de la démocratisation de l'école, c'est en France, quelqu'un de très important. Et déjà lui, en 1880, il disait « Arrêtons de faire plein de dictées et mettons plutôt la compréhension, travaillons la compréhension, c'est la base. » Il avait tout compris. Mais il n'a pas été écouté, évidemment. Il y a même des concours d'orthographe, la dictée, la grande célèbre dictée de Bernard Pivot, avec plein de mots super compliqués, où les gens savent écrire ces mots-là, mais ne savent absolument pas ce qu'ils écrivent, parce qu'ils ne comprennent pas les mots. Et oui. Et donc, en fait, la question de la dictée se pose toujours. Il n'y a pas beaucoup de sens pour la dictée. Ce serait plus logique de faire une réforme orthographique extrêmement cohérente, qui améliorerait grandement l'orthographe des gens et surtout la compréhension à la lecture. Et alors également, c'est même dans la manière de coter. Avant, dans les dictées, c'était 1 point, moins 1 par faute d'orthographe. Et maintenant, de plus en plus, on prône ça. Oui, mais attends, on écrit un texte de 100 mots et on a 10 fautes, ça fait 0 sur 10. Mais ça veut dire 90 mots correctement corrigés, écrits. Donc, c'est pas logique. J'ai 10 réponses, j'ai 10 mots faux sur 100. Et j'ai 0 sur 10. Et donc, de plus en plus, ce qu'on prône, ce qu'on encourage, en fait, c'est de faire un pourcentage entre les formes correctes et les formes qui ne sont pas correctes. Et pour le jury central, en fonction de qui fait l'examen, dans les expressions écrites, parfois ils font ça, c'est un pourcentage, mais qui est tellement élevé, hein, il faut 97-98% de fautes, on est déjà avec la moitié des points en moins. Mais voilà, ça c'est cette idée-là. Et puis alors aussi, ce qu'il raconte, c'est qu'en fait, par exemple, au Québec, ils ne sont pas aussi drastiques, aussi sévères sur l'orthographe, par exemple, qu'en France. Et au baccalauréat, aux examens au Québec, eh bien, les étudiants, ils peuvent utiliser un logiciel qui s'appelle Antidote. De la même manière que les étudiants peuvent utiliser une calculatrice, eh bien, ils peuvent utiliser le logiciel Antidote pour se corriger. Et pourquoi pas, effectivement, en fait, ce serait d'apprendre à utiliser ces outils pratiques si, à défaut d'avoir une réforme de l'orthographe. Ce qu'il propose également, c'est de mettre du sens. Pourquoi est-ce que c'est comme ça quand on utilise la langue? Pourquoi, plutôt que de se dire comment je dois écrire, c'est pourquoi ça s'écrit comme ça. Donc, il propose, par exemple, de faire une simplification de l'orthographe cohérente, mais également de mettre du sens dans ce qu'on apprend. Savoir pourquoi, d'où ça vient, c'est aussi plus intéressant et ça va aider les élèves qui ont besoin de compréhension pour retenir. Et alors, par exemple, il prône, et d'ailleurs le livre a été écrit comme ça, hein, on n'accorde plus les participes passés du verbe avoir. Donc, le livre que j'ai lu ou la gazette que j'ai lue, normalement, eh bien, en Belgique, par exemple, on ne doit plus lui faire l'accord du participe passé. Entre nous, je ne suis pas sûre que le jury central va coter comme ça, donc n'applique pas cette règle, mais ça devrait pouvoir effectivement être écrit de cette manière-là, puisque l'organisme qui s'occupe de la correction de la langue en Belgique prône ça depuis déjà maintenant très longtemps. Voilà pour l'orthographe.